venus de tous les pays partageant le français comme langue pour participer à la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. Eh bien, 3 thèmes pour cette Assemblée générale tenue à Kinshasa: ville et migration internationale, dialogue autorités locales, ville et lutte contre le changement climatique, des assises qui se tiennent au Salon Congo du GHK. Souris, vous êtes à Kinshasa, capitale de la francophonie et de l'hospitalité. Outre les 3 thèmes principaux de cette Assemblée générale qui se tient à Kinshasa, la thématique Ebola s'est invitée au débat et l'épidémiologiste congolais Jean-Jacques Mouyembe s'est entretenu avec les invités maires sur cette problématique et comment la RDC a réussi cette fois à barrer la route à cette terrible maladie. Au premier jour des travaux, les maires et chefs de métropole qui partagent le français comme langue ont débattu sur les thèmes ville et migration internationale. Au second jour des travaux, tous vont réfléchir sur les dialogues entre autorités locales, Union européenne et autres partenaires. Et le 3e jour, les travaux seront axés sur l'engagement des villes francophones face au changement climatique. Dans ce mot de circonstance, le gouverneur de Kinshasa a eu des mots justes pour souhaiter la bienvenue à tous les invités. Un vibrant remerciement au chef de l'État et à la population de Kinshasa. Kinshasa, toujours capitale de la francophonie depuis 2012. Nous sommes interpellés à encadrer d'abord nos populations décidant d'immigrer. Ils doivent comprendre où ils vont, comment que ça se passe. Et même ceux qui viennent chez nous, nous devons les encadrer aussi. Au niveau des changements climatiques, la Ville de Québec s'est beaucoup investie depuis plusieurs années avec des actions très concrètes, que ce soit au niveau des déchets, que ce soit au niveau de la population pour qu'elle fasse les choses correctement. Vous voyez aujourd'hui avec l'avancée vertigineuse de l'action de l'INPP, action menée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Vous avez vu comment est-ce que la grande partie de la jeunesse quinoise s'est lancée dans l'affaire. Et aujourd'hui, je crois qu'un Quinois qui a son emploi et qui gagne sa vie à Kinshasa, la première des choses qu'il cherche à faire, c'est d'avoir une maison, avoir sa femme et constituer un foyer. Donc c'est déjà une très bonne chose. Pour rappel, cette 34e Assemblée générale des maires francophones se tient à Kinshasa du 3 novembre au 7 novembre 2014. Direction le Nord Kivu pour parler du retour au calme dimanche à Béniville après une journée tendue suite aux protestations de la population contre un nouvel assassinat de plusieurs civils. Et aux dernières nouvelles, le maire de cette ville a annoncé que Béni est sous couvre-feu à partir de ce lundi 3 novembre. Martial Mendelo pour plus de précisions. Tout est calme ce lundi sur l'ensemble de la ville de Béni. La circulation a repris et toutes les autres activités se déroulent normalement après les émeutes de dimanche entre la population et les éléments des forces de l'ordre. Les manifestants qui ont presque tout cassé à leur passage se sont insurgés contre l'assassinat de 7 personnes la nuit de samedi à dimanche dernier au quartier Boïkéné dans la commune de Ouenzori. Ce nouveau massacre a provoqué les manifestations violentes ayant abouti au casse de plusieurs biens matériels. Et le pire n'a été évité que grâce à l'intervention de la police qui a su contenir la foule et limiter les dégâts. Ce même dimanche, les membres du comité urbain de sécurité se sont réunis d'urgence pour sortir de leur rencontre. Quelques mesures sécuritaires ont été communiquées par le maire Nyoni Bonakawa. Parmi ces mesures, l'interdiction formelle de la circulation nocturne sur toute l'étendue de la ville de Béni, c'est un nouvel ordre. L'autorité urbaine rappelant la nécessité d'éviter l'intoxication dans laquelle les ennemis de la paix veulent plonger la population, a par ailleurs rassuré que les dispositifs sécuritaires sont déjà renforcés. Il a lancé un nouvel appel à la vigilance afin que Béni retrouve sa sécurité datant. Marcel Mendelo, Béni, c'est les 50. Et réagissant à ces nouvelles tueries, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a révélé que des citoyens congolais figurent au nombre de suspects interpellés. Richard Mouyej appelle par ailleurs la population de Béni à faire confiance au FARDC. Nous avons besoin du soutien de la population. Nous avons des informations, mais il nous faut davantage d'informations et nous finirons par vaincre cet ennemi. Réagissant aux nouvelles tueries des civils samedi à Béni, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, demande à la population locale d'éviter de faire le jeu de l'ennemi, mais plutôt de collaborer avec tous les services de sécurité. Pour le ministre, une seule personne de plus tuée par les rebelles ougandais ADF est déjà de trop.
C'est maintenant que nous devons collaborer pour mettre fin à ces fléaux. Maintenant, pas demain, maintenant qu'il faut comprendre. Ce n'est pas le moment de nous définir en tant qu'entité politique. Il faut être ensemble et combattre ces fléaux. Il faut être soudés. C'est ensemble et à l'unisson que nous allons vaincre. Des femmes et des enfants parmi les victimes de ce nouveau massacre commis juste au lendemain de la visite du chef de l'État dans cette ville n'est pas anodin. Son but est sans doute d'opposer les populations aux autorités. L'autorité de l'État doit être préservée. Et nous faisons tout pour protéger ces populations. Et il ne faudrait pas que ces populations renforcent les stratégies de l'ennemi en fragilisant l'autorité de l'État, en décourageant les militaires qui ont accepté d'offrir leur vie pour protéger les populations. Il est temps que nous puissions nous ressaisir pour mettre fin à ces fléaux. Par ailleurs, Richard Mouyej reconnaît toute la gravité de la situation sécuritaire à Béni, mais elle ne va pas perdurer, assure aussi le ministre de l'Intérieur. Sécurité toujours, le Rwanda et l'Ouganda accusés une fois de plus de soutenir le M23. C'est d'après un constat fait par les organisations, membres du groupe de travail sur le suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU. Eh bien, ces deux voisins à l'RDC continuent d'héberger les ex-combattants du M23 alors que pour la plupart, ils ont déjà bénéficié de la loi d'amnistie. Selon ce groupe de travail, la présence de ces ex-combattants dans le pays voisin constitue une menace pour la sécurité de la République démocratique du Congo. Vendredi dernier, une délégation du groupe de travail sur le suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 est allée rencontrer Boubacar Diarra, envoyé spécial de l'Union africaine dans la région des Grands Lacs à Bujumbura. S'agissant de la question des éléments M23 hébergés encore au Rwanda et en Ouganda, Boubacar Diarra a annoncé qu'il est déjà en pourparlers avec les deux États ainsi que la RDC pour que ces ex-rebelles soient ramenés au pays. Quant à la question des rebelles ougandais de l'ADF, Boubacar Diarra a également assuré la délégation de ses échanges réguliers avec Saïd Djinnit, envoyé spécial des Nations Unies dans la région des Grands Lacs. Dans un avenir plus bref, les deux envoyés spéciaux ont convenu de mener des opérations conjointes pour en découdre avec les ADF. Concernant les rebelles Hutu-Rwandais de FDLR, l'envoyé spécial de l'Union africaine dans la région des Grands Lacs s'est dit favorable à une opération militaire, ce qui soulage le groupe de travail sur le suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098. Nous sommes en train de nous dire que, comme la SADC et la CIRGL ne partagent presque pas cette approche, il importe que l'Union africaine pèse de son poids sur ces deux structures pour qu'on en finisse avec ce problème qui continue de déranger la quiétude de la population congolaise. Réunis jeudi 14 août dernier à Luanda en Angola, les chefs d'État et des gouvernements de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs avaient lancé au FDLR un nouvel ultimatum allant jusqu'au 31 décembre 2014 pour déposer volontairement les armes et accepter d'intégrer le processus de démobilisation et de rapatriement. En cas de refus, ils s'exposeraient à des actions de désarmement forcé. Rendons-nous à présent au Sud Kivu pour parler de l'aide humanitaire du gouvernement à la population du territoire de Calais, victime, vous le savez, des catastrophes survenues il y a plus d'une semaine. Plusieurs personnes sont mortes, des dégâts matériels importants enregistrés. Le ministre des Affaires sociales et humanitaires a fait le déplacement sur place, accompagné du gouverneur Marcelin Sichambo. Le gouvernement de la RDC au chevet de la population de Calais, quelques jours après les inondations qui ont dévasté plusieurs villages. Le ministre des Affaires sociales et humanitaires est arrivé à Tchofi où l'attendaient des centaines de familles des sinistrés. Charles Nawej leur a remis des tôles pour la réfection de la toiture d'une école. Le gouverneur de la province Marcelin Sichambo vient également de passer 4 jours dans le territoire de Calais pour réconforter ses administrés. Après le village Tchofi et Louzira, le ministre Charles Nawej et le gouverneur Marcelin Sichambo se sont rendus au nord de Calais. La route étant coupée à plusieurs endroits, c'est à bord d'un canot rapide qui se dirige vers Ibambiro à Tchichéni, l'épicentre de ces inondations. Ici,
Le ministre est porteur du message du chef de l'État à la population. Disons que je viens surtout apporter le message de compassion du chef de l'État. Comme vous le savez, aussitôt qu'il avait appris la tragédie qu'il y avait ici au niveau de Calais, il m'a dépêché d'urgence pour venir. Donc c'est surtout d'abord un message de compassion. Deuxième message qu'il adresse à la population, on doit comprendre que ceci constitue un véritable site à risque. Donc il faudra qu'on trouve un autre site pour nos populations qui habitent ici à Bouchoujou. Et puis, c'est l'aide humanitaire du gouvernement de la République qui est distribuée aux bénéficiaires à travers leur comité. Des kits scolaires, des bidons d'huile végétale. Au nom de la population, l'administrateur du territoire assistant a remercié le gouvernement de la République pour sa prompte réaction. Tenons à remercier le gouvernement central, surtout le chef de l'État, qui vient de témoigner la preuve d'un bon père de la famille. Depuis que nous avions été frappés par cet événement malheureux, il a toujours envoyé, il a toujours délégué ses représentants pour nous réconforter. Le ministre des Affaires sociales est rentré au chef-lieu de la province, heureux d'avoir apporté secours à une population en détresse. C'est un pays qui vit encore dans la crise totale sur l'ensemble de son territoire et qui, à ce jour, cherche à se relever. Et pour y arriver, l'RCA compte sur ses voisins, à l'exemple de la RDC notamment, dans le secteur des hydrocarbures. Quant à l'approvisionnement, c'est justement l'objet de la visite d'une délégation centrafricaine dans le pays qui est venue solliciter une aide. En République centrafricaine, les choses sont allées vite, de la chute de Bozizé, puis la démission poussée de Djotodia, un conflit entre musulmans et chrétiens, puis l'élection de Catherine Samba-Panza. Aujourd'hui placée aux efforts de stabilité avec l'aide extérieure, notamment des voisins, dont la RDC qui avait déjà disponibilisé son armée et sa police. À ce jour, sachant être voisin à un pays à hospitalité légendaire, les pays qui a sollicité une aide dans le secteur des hydrocarbures ne s'est pas trompé. Cette signature est le résultat positif d'une demande d'aide qui se matérialise grâce au gouvernement de la République via son ministre des Hydrocarbures, Christin Atama, sous l'impulsion du chef de l'État. Par cette signature entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine, représentée par ses ministres de l'énergie hydraulique ainsi que celui de transport et aviation, le pays de Joseph Kabila prend l'engagement d'aider ce pays ami et frère quant à l'approvisionnement en pétrole. Résultat d'un plaidoyer centrafricain pris en compte côté congolais à la suite d'un échange fructueux. Ainsi, ensemble, les deux pays ont entre autres pris l'engagement de renforcer la logistique en ces sens et la facilitation douanière. Également la mise en place d'un comité de suivi régulier des opérations d'approvisionnement en République centrafricaine en produits pétroliers par la République démocratique du Congo. Ce comité comptera 7 membres des deux parties. La première réunion est d'ailleurs annoncée pour le lundi 17 novembre à Kinshasa, soit dans 2 semaines. Coopération RDC-Afrique du Sud, sachez que la princesse du royaume Zoulou est à Kinshasa. Nombuso Zoulou séjourne depuis dimanche dans la capitale congolaise. Une visite d'exploration dans la recherche d'opportunités d'affaires. C'est une personnalité de marque qui foule le sol de Kinshasa, capitale de la RDC, après l'étape de Lubumbashi. Nombuso Zoulou, la princesse du KwaZulu royaume Zoulou en Afrique du Sud. Une visite d'exploration d'opportunités en RDC avec ses partenaires congolais en tenue cérémoniale Obed Muyumbe et Eddie Mukuna. La princesse Zoulou veut voir comment étendre les activités de sa société en RDC. Je suis principalement venu dans le cadre avec mes partenaires congolais de voir dans quelle mesure nous pourrions étendre la filiale de notre société que nous avions constituée en Afrique du Sud, Monte Group. Nous savons qu'il y a énormément d'opportunités en RDC, pas seulement les explorer mais aussi les saisir. Nous avions commencé la visite au Katanga, à Lubumbashi. Je suis venu ici à Kinshasa maintenant. Mais aussi je suis en train de voir comment dans un avenir très proche, d'ici la fin de cette année, comment essayer à travers notre structure produire l'artiste musicienne sud-africaine Zahara. Circuler à travers les artères de la ville de Kinshasa avec ses routes rénovées a permis à la princesse de s'intéresser davantage à la capitale. J'ai remarqué de l'aéroport jusqu'à l'hôtel qu'il y a énormément de gens en cours de route et que ça offre beaucoup de potentialités, notamment en termes par exemple d'érection de shopping malls, c'est-à-dire des grands magasins où des gens entrent, des supermarchés énormes. Alors j'ai immédiatement pensé que
la capitale aussi offrait de très grandes opportunités d'investissement. C'est à l'hôtel Kempinski, ex-Fleuve Congo Hôtel, que la princesse Zulu a installé son quartier général, elle qui veut sceller des nouveaux liens entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Autre chose, plusieurs greffiers de la haute cour militaire viennent de bénéficier d'une formation sur les techniques et rapidités dans la rédaction des procès-verbaux lors des audiences. C'était la 4e édition et elle a duré en tout un mois et demi. Au finish, les lauréats ont été honorés par